Salut, bienvenue dans cette première vidéo FAQ pour célébrer les 922 abonnés. Bon, au moment où je sors la vidéo, il y a peut-être plus de 922 abonnés, mais au moment où je la tourne, là, il y en a 922. Si ça se trouve, il y en aura moins au moment où je sortirai la vidéo. Et donc, vous avez été plusieurs à me poser des questions, et je vous en remercie. À tous ceux qui l'ont fait, mais je remercie aussi à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui me suivent depuis que vous êtes arrivés en fait, tout simplement. Et un grand merci à ceux qui me suivent depuis les tout débuts, depuis même J'ai pas le temps sur Instagram. Donc là on remonte à 2020. Et merci à toutes celles et ceux qui regardent mes vidéos, qui commentent, qui like, enfin surtout, si vous passez un bon moment et que vous continuez à venir sur ma chaîne, à regarder mes vidéos, et bien merci, ça fait plaisir de savoir que je fais pas ça pour rien. De toute façon, même si vous venez pas, je le ferai quand même parce que c'est ce que j'aime faire. Je vais pas parler trop longtemps, je vais essayer de retrouver où est-ce que j'ai mis les questions. C'est pas ça. Ok, donc j'ai demandé de poser des questions sur 3 catégories, à savoir la K-pop, moi-même et ma chaîne YouTube. J'ai eu qu'une question sur ma chaîne YouTube. Vous en avez rien à foutre de savoir ce que je veux faire sur ma chaîne YouTube, c'est un truc de fou. Pour commencer, on va passer dans la partie K-pop. Il y a eu beaucoup de questions, putain. Tout d'abord, question de... Putain, j'étais obligé de faire ça si petit. Prazzo I3T. Tu peux nous donner ton avis sur la suite que la K-pop va prendre avec le temps dans l'Occident et en Asie? Est-ce que Blackpink et BTS vont avoir des successeurs? Si oui, qui ça pourrait être? Je pense que l'opportunité, pas que la K-pop aurait pu saisir pour s'étendre vraiment à l'international, mais plutôt pour que des entreprises, des médias viennent mettre en avant la K-pop et même aussi la culture coréenne au sens large, à échelle internationale, à échelle globale, je pense que le coach il a un petit peu loupé. Parce qu'il y avait quand même une trend vraiment autour de tout ce qui concerne la Corée du Sud. Aujourd'hui, je trouve que ça commence un petit peu à s'essouffler. Et c'est normal, ça va pas durer éternellement. Et là, je pense que l'occasion à saisir, elle a été un peu loupée. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des agences telles que HYBE ou encore JYP qui tentent de créer des groupes pour les mettre sur le marché occidental, comme JYP avec Vicha et Twice. Sauf que Twice, au niveau des musiques américanisantes, écoutez, ça marche toujours, mais vous avez vu ma dernière vidéo. Vicha, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est un peu même catastrophique ce qui se passe là, au niveau du management. Et puis, du côté de HYBE, il y a Katseye. Alors, Katseye, ça a l'air de bien marcher, mais Katseye, pour l'instant, je suis désolé, même si vous voulez dire que c'est pas de la K-pop, ça appartient toujours au code de la K-pop, et le public principalement, c'est un public K-pop. Ah! Tu vois! Enfin bref, je trouve que même ça, c'est pas hyper bien maîtrisé encore. Et j'ai peur que... Enfin, peur, c'est un bien grand mot, parce que la K-pop, là, comme elle vit actuellement, ça marche très bien. Mais bon, je me dis que ça va peut-être pas aller plus loin. C'est ensuite des successeurs à Blackpink et BTS. Alors je pense, comme beaucoup, que New Jeans aurait pu succéder à BTS et Blackpink. Bon, vous voyez ce qui se passe actuellement, affaire à suivre, en espérant que ça se passe bien pour les filles. On croise les doigts. Enfin, en tout cas, moi, je croise les doigts. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est difficile à dire, en fait. C'est quelque chose qui arrive comme ça aussi. Alors bien entendu, il y a une recette aussi derrière que tu peux retrouver, mais que ce soit pour BTS ou Blackpink, il y a un truc qui appartient à ces groupes, qui est propre à ces groupes, et parfois c'est un peu un ingrédient que tu peux pas vraiment définir, c'est juste comme ça. C'est des groupes qui ont réussi à ramener énormément de gens, un public énorme, beaucoup de fans qui se sont investis à fond, et qui derrière ont permis au groupe d'avoir ce pic de popularité énorme. Là aujourd'hui, j'arrive pas à voir un groupe qui pourrait succéder, tout simplement. Et si ça se trouve, faudra attendre 1 an, 2 ans, 5 ans, j'en sais rien, pour avoir un nouveau groupe aussi populaire que BTS ou Blackpink. Mais sinon voilà, globalement, je pense que la K-pop, elle continuera de rester communautaire et c'est pas plus mal non plus en fait. Franchement, jusqu'à présent, ça se passe bien. Bon, en fait, cette première partie, c'est plus mon avis sur la K-pop qu'une FAQ. Ensuite, question de Matt R2G. Bonjour, tu pourrais nous parler de l'avenir d'Aespa, du concept, les musiques, l'univers, les membres, leur popularité. Bon, pour moi, le concept d'Aespa est un concept génial et unique, tout simplement. Il n'y a aucun autre groupe qui fait pareil. Et je trouve que SM a su bien rebondir, notamment après l'ère Kwangya, après l'ère Lee Soo-man. Ils ont réussi à retravailler le lore de manière à mettre une continuité logique. Déjà que Kwangya, ça faisait un peu un lien avec l'univers des super-héros Marvel ou DC, et bien là, je trouve que ça continue parfaitement, parce qu'on peut le voir aussi à travers ces films-là, de ces franchises. Aujourd'hui, on est un peu dans cette saga des univers
univers parallèle du multiverse, et c'est ce qu'on retrouve avec les dernières sorties de aespa. Et donc je trouve ça génial parce qu'il y a vraiment un lore qui se construit, même si je trouve que c'est plus aujourd'hui quelque chose de visuel, mais ça n'empêche pas que derrière ça permet au groupe de travailler différents styles de musique, de travailler différents concepts, différents visuels, tout en les rendant uniques à la fois. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'elle se démarque. Alors bien entendu il y a aussi SM Entertainment, le fait que ça soit des superbes voix, le fait qu'elles soient magnifiques, et bon aussi qu'elles aient une grosse fanbase qui grandit de plus en plus. Mais voilà, il y a leurs musiques qui sont quand même assez différentes, qui sont percutantes aussi. Cet univers il est assez fascinant et ça plaît à beaucoup quand même. Mais je pense que voilà, aespa a encore quelques années devant elle pour vraiment s'affirmer, et bon je pense que c'est déjà le cas, elles sont déjà pas mal affirmées. Question de Aya, quel avenir pour Nevis? Un avis sur son comeback en approche, des hypothèses pour le lore? Honnêtement, je trouve que ça sent pas très bon pour Nevis. Déjà parce que le public, il s'en fout un peu de Nevis. On le voit dès qu'il y a SM qui poste quelque chose sur Instagram, sur Twitter, tout ça. En général, les gens, ils en ont rien à foutre. Ils sont là, rendez l'argent à aespa, ne gaspillez pas l'argent pour Nevis. Alors que bon, l'argent de Nevis, c'est pas forcément l'argent d'aespa. D'une certaine manière, c'est de l'argent qui pourrait aller dans aespa, mais qui pourrait aller aussi dans NCT, dans Rise, dans d'autres groupes. Et Nevis, je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a un rattachement au lore d'aespa, c'est quand même quelque chose qui est un peu à part. Et un peu trop même à part, parce que au final, ça a pas été super bien communiqué. Déjà, Lee Soo-man a un peu loupé le coche avec les fameux avatars qu'il a voulu créer avec aespa dans son ère Kwanga. Je pense qu'il arrivait un peu trop tôt au niveau de ce que pouvait permettre la technologie, et aujourd'hui, avec Nevis, la technologie permet de créer vraiment des trucs de fou, mais SM en fait se lance pas tout simplement. J'ai l'impression que même eux ils y croient à moitié, et là je me dis mais même si j'aime bien le concept et tout, mais je me dis à quoi ça sert en fait? Ça sert à quoi si au final vous faites le truc même pas à moitié quoi? Faudrait faire un truc comme Plave en fait, faire ça avec une idole du coup, enfin que ça soit une vraie personne en fait derrière, avec une animation et tout sur elle, avec une motion capture, et vraiment créer quelque chose comme ça et qu'il y ait de l'interactivité surtout. Donc bon, l'avenir de Nevis, j'y crois pas trop. Ensuite, question de Joe Yabuki. Comme tu es dans la K-pop depuis longtemps, que tu as vu de nombreux groupes débuter, puis se séparer, les tendances apparaissent, puis disparaître, etc. Je me demandais, c'est quoi ton rapport aujourd'hui à la K-pop? Est-ce qu'il y a de la lassitude, de l'excitation, ou un mix des deux? J'ai dû retourner la réponse à cette question, pour la bonne et simple raison que j'étais pas satisfait de ma réponse, tout simplement. Mon rapport à la K-pop aujourd'hui, il a bien évolué depuis mes débuts en tout cas. Si je parle à proprement parler de rapport à la musique, ça me plaît en fait tout ce qui sort. Ça me plaît la nouveauté, toutes les tendances qu'il peut y avoir. Je peux comprendre d'un côté que ça puisse être frustrant de voir la K-pop créer des sons qui sont tiktokables, comme on dit, mais d'un autre côté, la K-pop s'adapte et ça a toujours été ça. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on accepte moins, et forcément quand la K-pop, elle va suivre le chemin qu'elle a toujours suivi, eh bien on va moins accepter aussi ce chemin qu'elle prend là. Mais ça a toujours été comme ça, c'est tout. Et je le vois quand j'ai acheté tous mes vieux albums de K-pop d'occasion, même s'ils aimaient toujours la K-pop, aujourd'hui la K-pop ne ressemblait plus du tout à ce qu'ils avaient connu à travers la première ou la deuxième génération. Et si aujourd'hui il y a une personne qui n'aime plus la K-pop parce qu'elle ressemble plus à ce que cette personne souhaitait de la K-pop, c'est pas forcément la faute de la K-pop, ni même de la personne. C'est juste que, au bout d'un moment, t'es peut-être plus en phase avec la K-pop. Et faut aussi l'accepter. Et pour ma part, moi je l'ai toujours accepté ça. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en attendant, j'éprouve pas de lassitude par rapport à ce qui sort. Alors c'est vrai que je suis pas autant hypé que j'ai pu l'être il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est un peu redescendu. Il y a quand même beaucoup d'artistes et des fois, je sais plus trop où donner de la tête. Et vraiment, aujourd'hui, je pense qu'il y a que aespa et Triple S qui me hype vraiment. Et Kiki aussi, surtout pour Triple S, parce que là, je suis en plein dedans, je me noie dedans. Mais en tout cas, je kiffe toujours la K-pop. Sinon, je ferai plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Ah oui, et aussi, je suis quand même plutôt emballé par ce qui sort en 5ème gen. Vraiment, surtout au niveau des girl groups, musicalement, j'adore quasiment tout. J'adore, je sais pas, mais j'aime en tout cas quasiment tout. Donc je me dis, c'est cool. Même si je sais qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup parler la 5ème gen. Moi, globalement, j'y trouve mon compte. Si ça me plaît moi, c'est génial. Si ça plaît pas aux autres, tant pis pour eux. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est pas par mépris, quoi, mais c'est juste que moi, ça me plaît. Et puis, tant mieux pour moi, quoi. Je me suis régalé. Je me suis régalé, vraiment. Commentaire de Milianowski. Après maintenant plus de 2 ans, que penses-tu des différents projets des membres de Luna post-Blockberry Creative? Quel est ton avis sur les carrières d'Artemis, Chu, Yves et sur celle trop courte de Loosumble? Est-ce que leur travail t'intéresse toujours? Alors, je vais juste citer un peu les artistes et groupes, voilà, un par un, pour donner mon avis là-dessus. Artemis, honnêtement, je suis pas encore conquis. Enfin, je sais pas que je suis pas encore conquis, mais ça me plaît pas trop musicalement, voilà, je le dis honnêtement. Le concept me plaît, mais musicalement, je trouve que je m'ennuie. Au niveau des compositions, il y a des trucs parfois intéressants, mais globalement, pour l'instant, j'ai même pas trouvé une
chansons vraiment percutantes, même s'il y en a que j'aime bien, hein, faut pas croire. Mais au début, quand il y a eu Odd Eye Circle qui est sorti, j'étais emballé parce que forcément c'était le retour de ma subunit préférée de Luna, et c'était le retour des filles, hein, au micro et tout, avec un projet. Donc j'étais emballé par le truc et j'ai aimé quand même le projet, mais globalement j'ai zéro coup de cœur quoi avec ce qu'elles ont sorti aujourd'hui. Je sais pas, je vais continuer à écouter bien entendu, mais voilà, je suis allé au concert, le dernier concert, les deux derniers concerts, enfin les deux concerts d'Artemis tout court, et du coup je suis allé les voir. Le premier, ben là ce que je vous donne c'est ce que j'ai ressenti pendant le concert. J'y suis allé parce que c'était Artemis, et puis au final j'étais là, bon bah c'était sympa mais je me suis pas amusé. Et le deuxième, bah j'ai kiffé de ouf. Mais pourquoi j'y suis allé? Ben parce que c'était les chansons de Luna en fait. C'est surtout pour ça que j'y suis allé et j'ai passé un moment mais énorme, incroyable. Donc ouais, ben Artemis, c'est pas ça. Chou, j'adore. Chou, j'aime trop. Enfin Chou, de toute façon aujourd'hui c'est une de mes idoles préférées. J'adore ce qu'elle fait musicalement, j'adore la personne, même le contenu qu'elle crée à côté. Ensuite, Yves, j'aime bien. Voilà, j'attends d'en découvrir un peu plus musicalement, mais j'aime bien. J'aime bien son univers musical. Mais surtout, je sais pas, c'est elle, j'aime bien sa décision de partir en solo. Voilà, elle, ça l'a vachement marqué, cette séparation avec Blockberry Creative, avec le groupe. Ça a pas été facile pour elle. J'ai l'impression que ouais, ça lui fait du bien de ouf, en fait, d'être partie là comme ça, dans une direction en solo. Ça m'intéresse beaucoup de suivre vraiment, de l'avoir elle qui s'ouvre musicalement. Et pour Loossemble, ben écoute, je sais pas trop si elles vont revenir ou pas. C'était sympa, voilà, j'aimais beaucoup les B-sides des projets. J'espère que bon, chacune arrivera à trouver aussi son chemin. Là, il y a Hyunjin qui va participer à un projet avec G1, là de Signature, enfin ex-Signature. Il y a Hyojin qui a sorti aussi son single là, City Pop et tout, trop cool. Donc bon, je sais pas, mais je crois plus trop, honnêtement, à un comeback Luna. Peut-être pour un événement, anniversaire, tout ça, j'en sais rien. Mais une réunion des 12 membres et tout, sous un label, sous une agence, non, faut tourner la page. C'est comme ça, hein, c'est triste, mais bon, Luna a existé, on a pu kiffer en tant qu'Orbit et tout. Et aujourd'hui, bah, une page s'est tournée, il y a une nouvelle page qui s'écrit avec tous ces nouveaux groupes et solo, bah, suivons-les en tout cas. Enfin, moi je regarde quand même s'il y a des projets que j'aime moins, je regarde quand même tout ce qui se passe. Question de Shenzhen IC. J'aimerais bien connaître ton avis sur les propos de Shinyu de Triple S à propos de Taïwan. Pas forcément politiquement, mais plutôt ton avis sur ce genre de sortie médiatique si le silence de Modhouse est bon. Peu de gens en parlent. Ça y est, tu veux me foutre dans la merde, j'ai même pas les 1000 abonnés. C'est vrai qu'il y a cette question de est-ce que les idoles doivent parler politique ou non. C'est vrai que ça reste assez compliqué. Alors en fait, Shinyu, ceux qui savent pas, sur l'application From, donc là c'était pas dans le contexte live avec Modhouse ou autre, c'est sur l'application From. Et bien je sais pas comment ça en est venu à là, mais Shinyu a dit que voilà, pour elle était pour la Chine unique. Donc Taïwan, Macao et Hong Kong appartiennent à la Chine. J'imagine qu'elle s'en est pris plein la gueule, parce que j'ai vu que ses réponses à elle, et derrière, elle a réagi froidement en disant, bah écoutez, en gros, si vous êtes pas content, cassez-vous de mon From. Et la position de Modhouse, le fait qu'il garde le silence là-dessus, je comprends en fait aussi. Si d'un côté, bon, elle avait été là à faire de la propagande et tout, vraiment à demander à son public de suivre son opinion, mais aussi les membres et tout, et là vraiment de nuire à l'image du groupe, parce qu'il y a un côté propagande politique, se servir du groupe et de la popularité du groupe. Là, je peux comprendre que derrière, il y ait une réaction de l'agence de Modhouse ou autre. Mais là, bon, c'est pas le cas, parce que je pense que la discussion s'en est venue à là où elle a balancé son opinion. Il n'y a pas de quoi en faire un communiqué, parce que derrière, qu'est-ce que tu veux communiquer? Parce que si en plus ils viennent à dire bon on va sanctionner Shinyu parce qu'elle a donné son opinion politique, là on est dans la merde. Par rapport à l'événement en tout cas qui s'est passé. Parce que qu'est-ce que tu veux dire quoi? Question de MaxBorb93, mon petit Maxou. Quelle serait ta line-up d'artistes K-pop parfaite pour un festival K-pop en France? Alors on a déjà parlé tous les deux quand on est allé au festival des Vieilles Charrues là il y a 2 semaines. Festival à moi, qu'est-ce que je mettrais? Alors il y aurait plusieurs scènes et l'idée ça serait de mettre un peu de tout. Artistes K-pop, artistes indépendants, artistes de petite agence, voilà. Alors il y a beaucoup d'artistes femmes, hein, mais vous savez que je connais plus les artistes femmes que mecs, voilà. Du coup je mettrais une scène électro avec The Deep, Necta, Bébé Yana, Kokona, DPR, Irom et Yuna. Yuna c'est une DJ. Ensuite je mettrai une scène rap avec Young Post, Swervy, Blasé, Lee Youngji, Jakey Way, BY. Ensuite une scène pop avec Yoonsei, Huina, Mu, Kim Adam, Ryu Sejong et Chu. Une scène rock avec Very Koi Bunny, Yena, The Volunteers, Lulili, Mamie, Dreamcatcher. Et une scène K-pop avec Triple S, Ricin, Hive, Espa, All Hours, Psychers, The Boys,
TYT et Psy pour clôturer. Et ce festival, ça se passera en 3 jours. Voilà, comme ça serait tranquille, on pourrait un peu dispatcher tous ces artistes. J'ai essayé un peu d'équilibrer au niveau des styles musicaux, tout ça, donc voilà ce que je proposerai. Question de Aminova93. Quel est ton groupe de filles préféré et celui que tu aimes le moins ? Par génération. Alors, j'ai pas de groupe que j'aime le moins, pour la bonne et simple raison que si j'aime pas, ou si c'est pas mon truc et tout, j'écoute pas en fait. Donc j'apporte pas forcément d'intérêt au groupe, mais de là à dire j'aime le moins, c'est vraiment dire il y a un groupe vraiment, celui-là je peux pas vraiment, c'est le vilain petit canard, et j'y ressens pas ça en fait, vraiment pour aucun groupe, donc j'ai pas de groupe que j'aime le moins. Il y a juste des groupes, c'est pas mon truc. Donc du coup, je vais juste répondre aux groupes que j'aime le plus, par génération. Première génération, alors j'en connais pas beaucoup, et de ce que j'ai pu écouter, j'ai pas vraiment de groupe que je kiffe, mais celui dont la discographie m'a le plus plu, c'est SES. En deuxième génération, j'ai mis Sonoshide, Girls' Generation. Ensuite, en troisième génération, j'ai mis Red Velvet, bien entendu. En quatrième génération, aespa, bien entendu. Et en cinquième génération, Triple S, bien entendu. Voilà, aucune surprise pour ces dernières générations. Autre question de Joe Yabuki. Qu'est-ce que tu penses des fans wars incessantes sur les réseaux ? À ton avis, pourquoi les gens ont constamment besoin de faire appel à la popularité pour mettre en avant leur groupe, comme si les chiffres avaient un rapport quelconque avec la qualité d'un groupe ou d'une chanson ? Mais c'est de la merde! Du coup, je sais pas après comment ça vient. Est-ce que c'est vraiment cette crainte que il y a un autre groupe qui prenne le dessus, un manque de confiance, une crainte que la popularité de son groupe se fasse obscurcir par un autre groupe qui arrive et qui commence à gagner lui aussi en popularité. Il y a aussi un manque de recul derrière, il y a la bêtise humaine, tout simplement, il y a la connerie, faut pas croire. Puisque t'es con. T'es né comme ça, c'est con. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de débats, j'ai l'impression que le plus important, ça reste la popularité plutôt que la qualité. Et c'est marrant parce que autant je vois revenir énormément en débat aujourd'hui, oui, la 5ème génération ne sait pas chanter, ou même la K-pop aujourd'hui, on s'ennuie, c'est plus du tout, c'est que des sons occidentaux, tout ça. Alors en fait, si vous creusez un petit peu et vous sortez les groupes les plus populaires, vous allez trouver des groupes qui continuent d'avoir des structures, des sons qui sonnent vraiment K-pop, des artistes qui chantent très bien, même dans la 5ème génération, il y en a beaucoup aussi aujourd'hui. Mais même si vous voulez entendre des belles voix, si vous voulez entendre de la qualité, en fait, je comprends pas pourquoi Purple Kiss est retombé dans le Nugudom en fait. Ouais, parce que c'est bien beau de critiquer le fait qu'aujourd'hui on s'ennuie en K-pop, aujourd'hui on n'a pas de belles voix en K-pop, et que tu vois que Purple Kiss, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Peut-être que ça fait un peu aigri, mais franchement, je me dis, est-ce que vraiment, c'est vraiment ça qui fait chier les gens et tout, le manque de compétences vocales ? Parce que si vraiment c'était ça qui intéressait les gens, en fait, tu mets de côté la popularité des groupes, tout ça, et tu vas écouter les gens qui chantent bien, et tu écoutes Purple Kiss. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Non, mais le truc, c'est que voilà, il y en a qui voient la K-pop comme une compétition. Dès qu'il y a un groupe qui arrive, ou une chanson qui arrive, il commence à exploser, du coup, il y en a qui sentent, qui voient ça comme une menace absolue, et il faut à tout prix se tirer sur la gueule, quoi, c'est... De toute façon, il y a un truc que j'ai toujours dit, et je dirai toujours, le pire dans la K-pop, avec les agences, c'est les fans. Tous les fans ne sont pas des ordures, bien entendu, mais il y a beaucoup trop de merde qui se passe dans la K-pop et qui concerne les fans. Et en général, il y a des anti-fans, mais les anti-fans sont les fans d'un autre groupe. Bon, maintenant on a fini la partie mon avis sur la K-pop. Maintenant on va passer à la question sur ma chaîne YouTube. Question de Joe, merci Joe. Si tu avais le temps, qu'est-ce que tu aimerais mettre davantage en avant sur ta chaîne ? Des groupes, des sujets précis dans la K-pop ? Alors j'aimerais mettre plus en avant des artistes indés, des artistes moins connus. J'avais déjà fait une vidéo sur Swervy. J'aimerais bien faire aussi d'autres vidéos, voilà, sur des artistes comme par exemple Verikoi Bunny, sur Yoonsei, sur voilà, tous ces artistes que j'aime bien. Le problème c'est qu'en fait, c'est pas que je veux pas les faire en fait, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Alors je sais que Yoonsei, vu que je suis en contact avec elle, je peux lui demander toutes les informations que je veux, je l'ai déjà interviewé et tout ça. Bon, j'ai de la matière et je sais que je peux faire une vidéo, mais en fait, quitte à avoir ce contact-là, Yoonsei, j'aimerais bien faire un truc IRL avec elle. Pas un truc juste monté dans ma chambre, même si je sais que c'est des vidéos qui plairont pas forcément, mais je le fais pas forcément pour que ça explose en vue, mais si au moins il peut y avoir 2-3 personnes qui découvrent derrière, ça me fait plaisir quoi. Par exemple, j'avais fait ma vidéo sur la Chinese pop, et quand j'ai eu des personnes qui m'ont dit putain, j'ai découvert Akini Jing ou Lexi grâce à toi, j'étais trop content. J'avais fait la vidéo de Swervy, et la vidéo, bon, elle a déjà fait plus de 100 vues, j'étais content. Quand en plus je l'ai dit à Swervy, quand je l'ai rencontrée, je lui ai montré, et qu'elle était trop contente, elle m'avait
fait un câlin, tout ça, pour me remercier. Franchement, ça vaut mais toutes les vues du monde. Sinon, ouais, qu'est-ce que je voudrais faire? J'aimerais parler aussi de cinéma et de manga. Le cinéma, c'est ma grande passion à côté de la K-pop, hein, tout simplement. C'est un peu là aussi où j'ai fait mes études. C'est vrai que vu que ma chaîne est axée K-pop, c'est un peu difficile pour moi de mettre un pied dans tout ce qui est cinéma, quoi. Ou manga, par exemple. Après, c'est des vidéos ponctuelles, hein, si je fais ça. C'est pas des vidéos avec des grosses séries ou autres. 2 vidéos par an, j'en sais rien. Je pourrais me permettre de le faire, mais c'est vrai que ça dénote un peu avec ce que présente ma chaîne, qui est censée parler de K-pop, de Corée du Sud aussi, hein, mais principalement de K-pop, quoi. Donc bon, peut-être qu'un jour je le ferai quand même, hein, je me lancerai, on verra. J'aimerais faire aussi plus de vidéos des lieux de MV de K-pop, parce que c'est mon format préféré, que j'adore faire. Même si je les fais à chaque fois à l'arrache, je prépare jamais les vidéos. Je fais les recherches, tout ça, mais la préparation de la vidéo, je fais tout en impro, et c'est pas hyper bien foutu à chaque fois à la fin, mais en tout cas c'est les vidéos que je kiffe le plus faire. Bon, c'est pas les vidéos que vous kiffez le plus, hein, c'est les vidéos qui flopent le plus sur les dernières en tout cas, mais moi en tout cas j'adore le faire et je continuerai à le faire. Faut juste que je sois en Corée du Sud, voilà. Bon, maintenant on va passer aux questions me concernant moi. Question de Aya. Comment ça va? Ben ça va bien. Et franchement, ça fait plaisir de le dire. Parce que, bon, je vais être transparent avec vous. Pendant 6 ans, j'ai eu une période de dépression. Voilà. Entre 2018 jusqu'à, je dirais, 2024. Ça allait pas. Vraiment pas. J'étais pas bien dans ma tête. J'étais pas bien dans ma peau. J'ai réussi à trouver dans ma vie un chemin qui me convient. C'est pas parfait, bien entendu. Et ça, je l'ai remarqué, je sais pas, c'était vers février, mars, mais enfin février-mars, c'était vraiment le déclic en fait. C'est à un moment donné, je sais pas, je me suis posé, je me suis dit, putain, ça va bien, je me sens bien dans ma tête en fait là. Et j'ai pas ressenti ça depuis, mais waouh, bah déjà avant 2018 quoi, tout simplement. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte aussi qu'à travers mes vidéos quand même, il y a eu un impact à travers mes vidéos YouTube. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est à partir de décembre de l'année dernière, j'ai commencé à sortir plein de vidéos, à changer aussi le design un peu de mes miniatures, tout ça. Et j'ai commencé à enchaîner les vidéos. Et j'étais dans une dynamique où, je sais pas, j'étais trop content de sortir des vidéos sur YouTube. J'ai eu des moments où ça allait très bien dans ma vie pendant ces 6 ans, hein, où franchement j'ai eu des moments de bonheur aussi, hein. Mais c'était beaucoup plus rare. Et je dirais que les 2 moments vraiment géniaux dans ma vie qu'il y a eu pendant cette période, ça a été quand j'étais parti pendant 1 mois au Liban tout seul pour préparer un projet de documentaire, bon, qui finalement n'a pas abouti, mais aussi surtout quand j'étais en Corée du Sud, mon 2e voyage, quand je suis parti pendant 3 mois, et notamment pendant 2 mois j'étais en coloc avec 2 personnes, notamment une personne, Léonore, avec qui je suis toujours en contact, avec qui je suis pote, et Isaac, donc voilà, on était tous les 3, et en fait ces 2 mois passés ensemble en coloc, c'était trop génial. Il n'y a pas que la coloc, hein, il y a la vie à côté durant ces 2 mois, même avec d'autres potes qu'on a pu rencontrer là-bas, potes coréens mais aussi français, hein, dont par exemple Marion. Voilà, c'est des super rencontres, et en fait ces 2 mois-là, j'étais là, mais putain, c'est ça en fait que je veux vivre. C'est cette vie-là que je veux vivre, avec ces personnes comme ça, de cette manière, parce que je travaillais quand même là-bas, même si c'était pas payé, c'était bénévolement, mais je travaillais là-bas quand même. Donc j'ai fait pas mal de trucs. Je suis trop content en fait d'avoir vécu ça. C'était 2 mois où je vivais ma vie idéale en fait. Et forcément quand je suis rentré, j'étais là, merde, c'est fini. Et aujourd'hui, je me dis pas que ça, je vais pouvoir le revivre. Voilà, c'est passé. Ça a été 2 mois dans ma vie, mais au moins je les aurais toujours en souvenir ces 2 mois. Au moins je me dis que si j'arrive un jour à me dire ok, c'est bon, je me casse et je pars un peu en tête de prendre le risque de me lancer vers les projets, vers tout ce que j'ai rêvé, je peux peut-être arriver à avoir une vie, peut-être, on sait pas ce qui peut arriver, ce qui peut tomber sur mon chemin pendant ce temps-là, mais peut-être que je peux arriver à trouver la vie que je veux vraiment, quoi, tout simplement. Waouh, c'est profond, hein. Ensuite, question de ALS5941. Je ne sais pas si on a déjà parlé, mais as-tu d'autres passions en dehors de la K-pop? Oui, j'en ai plein. Je suis un gars passionné. D'ailleurs, même en K-pop, moi je me considère pas comme fan de K-pop, mais comme passionné de K-pop. Déjà, il y a le cinéma, tout simplement. Si j'ai fait mes études de cinéma, si j'ai voulu me professionnaliser là-dedans, c'est parce que j'aime ça depuis tout petit, je bouffe des films, depuis tout petit, j'ai une collection de films. En fait, quand j'étais gamin, mes parents, ils avaient acheté Canal+, et on avait l'enregistreur, donc dès qu'il y avait des films sur Canal+, on les a enregistrés, donc on avait plein de VHS. Et puis, quand je suis arrivé au lycée, je dirais, ouais, je crois que c'est quand j'étais au collège, c'est en 3ème, bref, j'ai commencé ma collection de DVD. Mon tout premier DVD, c'est Scary Movie 2. Aujourd'hui, j'ai
je pense, près de 1000 DVD chez moi. J'ai eu une période aussi, pendant que j'étais en école de cinéma, où en moyenne j'allais 12 à 15 fois au cinéma par mois. Et à côté de ça, je regardais des films aussi chez moi, ce qui fait que je regardais l'équivalent de un film par jour à peu près. Et donc, donc j'étais vraiment dans ce truc-là. Et je sais pas ce qui s'est passé avec le Covid. Avec le premier confinement, je suis passé vraiment de 15 films en salle par mois à je vais quasiment plus au cinéma. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu une rupture, une fracture que je ne peux pas expliquer. Et aujourd'hui, j'ai trop du mal à retourner en salle de cinéma. J'y vais quand même de temps en temps, mais plus comme avant. Alors aujourd'hui, je participe quand même à la co-création du festival du film coréen de Toulouse. Ça dure une semaine, donc c'est une fois par an. Et c'est un peu la semaine de l'année où je peux parler cinéma. Et vraiment, là, pendant une semaine, c'est que cinéma. Je ne parle que de cinéma. Bon, aujourd'hui, je me suis quand même remis plus à regarder des films chez moi. De temps en temps, il y a une boutique à Toulouse, Ombre Blanche, qui vend des livres, mais qui vend aussi des DVD, et qui ont pas mal de films asiatiques, et pas forcément que les gros films, hein, des films aussi un peu moins connus, films d'auteur, tout ça. Et de temps en temps, je m'achète quelques DVD, voilà, pour me faire plaisir, et surtout films asiatiques en ce moment, pas mal de films japonais. Si vous voulez juste savoir aussi mes réals préférés, ça change un peu avec le temps. J'ai plein de réalisateurs que j'adore, de réalisatrices, mais je dirais aujourd'hui, mais vraiment top, c'est Kiyoshi Kurosawa, Hirokazu Koreeda, et je mettrais Park Chan-wook. Ensuite, il y a l'histoire de l'art aussi. Quand j'ai fait mes choix d'études après le bac, en fait, je voulais faire une école de cinéma, sauf que je pouvais pas y aller de suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des études d'histoire. Je me suis inscrit en histoire d'abord. Et puis, comme j'avais tous mes potes qui étaient en histoire de l'art, je suis parti en histoire de l'art. Voilà. J'ai fait histoire de l'art à la base juste pour suivre mes potes, pour pas m'ennuyer. Disons que la première année, j'ai rien foutu. J'étais plus dehors dans les bars à faire la fête plutôt que de réviser. C'est ma soirée, c'est pas ma soirée. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de voir mes potes en fait passer en année supérieure et moi redoubler. Donc je me suis intéressé à l'histoire de l'art et là je me suis passionné. Alors j'aime pas tout en histoire de l'art, mais tout ce qui concerne la période moderne, surtout la période donc de la Renaissance, notamment peinture italienne, mais aussi le baroque, classicisme. J'aime beaucoup aussi les avant-gardes. Voyager, bien entendu. Si je pouvais passer ma vie à voyager, je ne ferais que ça. Visiter tous les pays du monde, voilà. Si j'avais les moyens, c'est ce que je ferais. Enfin bon, j'éviterais quand même ceux qui sont dangereux. La photographie, j'en ai pas fait pendant un moment, parce qu'à une période, je me suis mis pendant des années à faire de la photo numérique, jusqu'à m'en dégoûter. C'est tombé pendant ma dépression, en fait, ma période de dépression, 2018, 2019, peut-être de plus 2019, et j'ai arrêté de faire la photo. Et j'en ai pas fait pendant je dirais presque 5 ans. Allez, peut-être 4 ans. J'ai commencé à en refaire quand j'ai fait mon premier voyage en Corée du Sud en 2022, mais c'était très léger et c'est en 2023. Je sais pas, en fait c'est la Corée qui m'a inspiré. Quand je suis revenu en Corée, là j'ai fait plein de photos. Et là, l'année dernière, quand j'y suis retourné, de nouveau, j'ai refait plein de photos. J'essaye d'en faire aussi de temps en temps, mais c'est vrai que vu que j'ai pas trop le temps, je peux pas me poser et aller faire des sessions photos. Dès que je voyage maintenant, je refais de la photo et je suis très content de pouvoir me replonger là-dedans. Vous pouvez les voir notamment sur mon compte Instagram, j'en ai mis quelques-unes. Après, j'ai aussi des passions que j'ai un peu abandonnées, mais que j'aime toujours dans mon cœur, mais que c'est vrai que je pratique plus. Il y avait la peinture, à une époque je faisais de la peinture, et le skate. Voilà, je faisais beaucoup de skate quand j'étais surtout collège, lycée, un peu début de fac, puis j'ai arrêté. Pour un truc tout con, c'est que je fumais quoi. Et de fumer, ça me fatiguait de ouf, donc j'arrivais pas à continuer à skater. J'ai essayé de reprendre, mais aujourd'hui j'ai pris du poids. Et tout à l'heure, je vous disais que j'allais mieux dans ma tête mentalement, mais je me sens pas encore bien dans ma peau. J'ai pris pas mal de poids en arrivant à Paris. Faut savoir, avant Paris, je faisais 75 kilos. Quand je suis arrivé à Paris, au bout d'un an et demi, j'ai pris 10 kilos. Je bouffais mal, tout simplement. J'avais des horaires de taf qui faisaient que je bouffais vers 18h, mais le truc, c'est que le soir, en rentrant, à 22h30, 23h, dans ma tête, j'étais là, il faut que je mange, quoi. Donc en gros, je faisais 3 repas. Alors si je compte le petit-déj, 4 repas du coup par jour. Et du coup j'ai pris en un an et demi 10 kilos. Et le truc c'est qu'après, en 2021, 2021-2022 je sais plus, mais j'ai arrêté la clope. Et en arrêtant la clope, je me suis réfugié dans les sodas et dans la bouffe et j'ai de nouveau pris 10 kilos. Et aujourd'hui, je le vois, ça se ressent dans ma santé. Quand je me baisse, je suis essoufflé, je suis plus essoufflé pour faire un effort physique, monter des escaliers, tout ça. Et puis même quand je veux faire du skate, c'est beaucoup plus difficile pour faire des figures, pour lever la planche, tout ça, et ça me fait chier quoi. Faut que j'arrive à me mettre dans ce truc là. Alors l'idée c'est que voilà, je cherche pas un corps parfait ou autre, je veux juste arriver à trouver un corps qui me permette vraiment d'être moins fatigué, de moins avoir mal aux jambes, tout ça, et de plus facilement arriver à pouvoir skater par exemple sans trop de difficultés. Alors je sais que je vieillis aussi, mais bon, il y a mon corps, mon poids qui joue. Enfin, je m'accepte pas comme je suis physiquement. Je réponds à la première question, à comment ça va. Donc voilà, maintenant j'ai débloqué la phase je suis bien dans ma tête. Maintenant, je suis en train de travailler sur la phase je suis bien dans ma peau. Voilà, c'est ce que je suis en train de travailler. Je regrette, d'avoir lâché le skate.
donc j'ai envie de m'y remettre, ouais, parce que c'était une de mes grandes passions. Question de Marion5933. J'aimerais bien savoir en plus sur ton parcours professionnel. J'ai l'impression que tu as fait plein de trucs trop cool liés à la K-pop pour ton travail, mais je ne comprends pas toujours quel poste tu as exactement. Alors, je vais faire mon parcours déjà d'études. J'ai fait des études d'histoire de l'art jusqu'à un master 2, enfin master 2 pas validé. J'ai validé mon master 1. J'ai présenté mon mémoire, donc le sujet de mon mémoire c'était la représentation de la courtisane dans la peinture parisienne et vénitienne du XVIIIe siècle. Si j'ai pas présenté le mémoire en deuxième année, c'est tout simplement parce que en fait fallait que j'aille travailler à Venise et à Paris pour faire mes recherches et j'avais pas les sous. Et puis aussi ma directrice de recherche, on se comprenait pas du tout, donc j'étais complètement paumé sur mon projet, donc j'ai dit stop. J'arrête. Et ensuite, l'année suivante, je suis monté à Paris pour faire des études de cinéma, parce que je me suis dit, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et si aussi je suis monté à Paris pour les études de cinéma, c'est en partie grâce à la K-pop, parce que, quand j'ai vu les clips de K-pop, je me suis dit, je veux réaliser des clips de K-pop, tout simplement. Bon, je pense que je ne réaliserai jamais de clips de K-pop, mais en tout cas, ça m'a permis d'aller là-bas, d'aller faire cette école de cinéma. Et à la sortie de l'école de cinéma, donc j'ai fini en 2019, j'ai fait un stage en production documentaire, parce que je m'étais spécialisé en documentaire. Malheureusement, c'était un peu galère, donc après ce stage, donc pendant 3 mois, le producteur qui devait m'embaucher, enfin me renouveler mon stage et m'embaucher derrière, m'a dit, j'ai pas de sous, ciao. Et donc après, vu qu'on est arrivé en 2020, voilà, vous voyez ce qui s'est passé cette année, tout le bordel que ça a été, ça a été hyper galère de trouver des stages ou des postes dans le documentaire, dans la production documentaire, pas assez d'argent, beaucoup de boîtes qui ont fermé, tout ça, donc ça a été une grosse galère. J'ai baissé les bras par rapport à ça, je vais être honnête, j'ai baissé les bras, mais j'ai rencontré aussi KFTV, voilà, j'ai rencontré Christophe qui m'a fait découvrir KFTV et son équipe, et j'ai commencé à faire des tournages avec eux, début comme technicien, donc je filmais, j'étais ingé son, tout ça, cadreur, monteur aussi de temps en temps, et puis petit à petit, j'ai fait ma place là-bas. J'ai fait mon émission avec mon ami Tessa, qui s'appelle Le Canap, où on parlait de K-pop. On invitait des gens. Vous pouvez retrouver Le Canap en playlist sur la chaîne YouTube de KFTV. Mais aussi avec KFTV, j'ai fait des interviews. J'ai interviewé le groupe TN quand j'étais en Corée. J'ai interviewé aussi le groupe Tribe. Là, j'ai filmé une interview, c'était pas pour KFTV, c'était pour Shea Blue. J'avais filmé l'interview de MCND. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah oui, pour Coréo, j'ai pu filmer l'interview de Tribe. Voilà, avec Coréo, on s'entraide et tout, donc pour essayer de pouvoir... filmer des interviews, tout ça. De toute façon, avec les créateurs de contenu, la K-pop, on est tous quasiment en communication, on s'entend tous bien et on essaye chacun de s'entraider, de se donner des opportunités, tout ça. Franchement, je suis super content de ce petit groupe et tout, je les kiffe trop. J'écris pour le magazine K-Halls sur internet. J'ai écrit pour la COSIS, pour le ministère de la Culture coréen. Donc pendant 2 ans, j'ai écrit plusieurs articles. J'ai fait notamment quelques articles que j'aime beaucoup, dont un qui s'appelle Don't Touch My Body, qui était un article sur l'émancipation féminine dans la K-pop. Je vous le mets en description. J'ai fait un article aussi sur la city pop coréenne, donc comment la K-pop s'était emparée de la city pop. Et j'ai fait l'interview de l'artiste Summer à l'époque. Summer que vous avez dû voir notamment au Choreo Awards, qui a gagné les Choreo Awards. Et en ce moment, si vous suivez les créateurs de contenu K-pop, vous avez dû voir une interview d'elle très certainement qui est passée. Donc j'avais réussi à l'interviewer il y a 2 ans maintenant. J'ai interviewé aussi Yoonsei plusieurs fois, que ce soit pour K-Halls ou pour la COSIS. Jungtoon, Wina aussi, j'ai interviewé. Gyubin aussi, j'ai interviewé. Faut pas que j'oublie Gyubin. Love you. Valentine. Je suis toujours dans la fanbase française de Tribe. Bon, aujourd'hui, je suis quasiment pas actif, même carrément pas actif, voilà. Je remercie Louise de gérer le truc, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est un peu cassé avec Tribe, c'est que j'ai un peu perdu espoir avec tout ce qui s'est passé, tous les événements et tout. Ça m'a foutu un coup, bref, ça m'a blessé, ça m'a vraiment blessé. Mais voilà, j'ai été vraiment actif à une période, surtout quand on avait un partenariat avec Universal. Donc on participait vraiment à la promotion du groupe. Et c'est ça aussi qui nous a permis d'avoir des interviews avec le groupe, trop cool aussi d'avoir pu faire ça. Après j'ai fait d'autres trucs mais là j'arrive pas trop à réfléchir. Mais c'est déjà pas mal, voilà. Un peu tout ce que j'ai pu faire par rapport à la K-pop, voilà. Alors, question de Aminova09. Je vois que tu as des tatouages. Quel est ton premier tatouage et quand tu l'as fait ? Mon premier tatouage c'est celui-là. Qu'est-ce que ça représente ? Alors déjà, ça représente le progrès, voilà. Parce que le progrès, c'est ce que je trouve le plus fascinant chez l'être humain. Voilà, cette capacité à progresser, à s'adapter, à créer de nouvelles choses. Et pour la petite anecdote, je l'ai fait à Miami, là où il faisait l'émission Miami Inc.,
qui a été diffusé sur C-Star, je crois. Ouais. Et en fait, vu que j'étais à Miami avec ma copine de l'époque, j'ai fait le tatouage là-bas. Du coup, je l'ai payé $300 ce tatouage. En plus, même pas par un des tatoueurs qu'il y avait dans l'émission. Non, par un des résidents du truc. Mais en gros, les tatoueurs de l'émission, c'était des tatouages à partir de $1000. Et là, ils se déplaçaient. Mais bon, je regrette pas, j'en suis content de ce premier tatouage. Voilà. Autre question de Aminova09. Quelles sont tes origines? Toulousain et basque. Je suis un enfant du Sud. Voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus. J'ai jamais étudié l'arbre généalogique. Voilà. Ma mère, elle est de Bayonne. Mon père, il est de Toulouse. Ma grand-mère, elle est de Castelnaudary. Personne ne résiste au cassoulet toulousain. Autre question de Joe Yabuki. La dernière chanson qui t'a procuré des émotions. Alors je sais pas le nom de la chanson, vous allez m'aider. Alors c'était aux Vieilles Charrues là quand j'étais avec Max. Je suis allé voir Aurora et c'est la première fois que je la découvrais. Je connaissais de nom, hein. J'avais dû écouter peut-être une chanson d'elle mais j'avais aucun souvenir. Et en fait là quand je l'ai découvert vraiment aux Vieilles Charrues et j'ai adoré. En plus elle est trop mignonne, elle est trop chouki. Mais la prestation était géniale, c'était super beau. Et il y a une chanson qu'elle a chantée, que j'ai filmée. Et franchement j'avais envie de pleurer. Je me suis juste retenu, j'avais pas envie que les gens me voient pleurer. J'avais pas envie que Max me voie pleurer. Mais j'avais vraiment envie de pleurer. Voilà, c'était juste trop beau quoi, donc je vous mets l'extrait. When you walked into my life, I could feel my life begin, like I was torn apart. Oh, the mental was only and you're the other half, oh, the only thing that makes me whole. Autre question de Aya, parle-nous un peu plus de ton groupe préféré hors K-pop. Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est les Beatles, voilà. Je vais pas trop développer parce que bon, voilà, je le dis, j'ai déjà mentionné plusieurs fois le groupe, j'ai déjà dit plusieurs fois que c'était mon groupe préféré. Je trouve ce groupe fascinant, tout ce qu'ils ont apporté à la musique, toutes leurs expériences, l'histoire qu'il y a à travers leurs albums et surtout à travers chacune des chansons. Vraiment, c'est ultra fascinant, l'univers des Beatles, leur vie qui a été très courte au final, leur carrière musicale, mais c'est incroyable tout ce qu'ils ont apporté à la musique. C'est pas juste un groupe populaire, c'est vraiment un groupe qui a apporté tellement et qui, au-delà de la musique même, qui ont apporté tellement de choses. Si un jour vous vous mettez à découvrir les Beatles, vous allez découvrir quelque chose de fantastique. Et pour les amoureux de la musique, c'est vraiment le groupe vers lequel il faut se diriger absolument. Autre question de Joe Yabuki. Est-ce que toi aussi tu passes pour un forceur lorsque tu veux faire découvrir la K-pop à ton entourage? Globalement, comment tes proches vivent le fait que la K-pop soit ta passion? Non, je force personne en fait. Moi franchement, j'écoute la K-pop quand je le veux et tout, mais je force personne. Bon, sauf peut-être ma mère quand on est en voiture et que je lui demande pas, je mets mon téléphone et je mets de la K-pop. Après bon, ça va, ma mère elle aime bien la K-pop. Sinon globalement, non, je force pas. Hein. Quand on est au taf, c'est un peu chacun son tour pour la musique et quand c'est mon tour, je mets de la K-pop. Hein. Quand on conduit par exemple, c'est celui qui est au volant qui choisit la musique et donc je mets de la K-pop. Bon, des fois les collègues ça leur plaît pas, mais bon, c'est comme ça. On a dit que c'était celui qui conduit, il met sa musique. Les gens me posent des questions des fois, vraiment, et ça les intéresse parce que ils ont compris que c'est ma passion et du coup des fois ils s'intéressent, ils posent des questions. Bon, c'est vrai que quand je les réponds, je leur fais un putain d'exposé à chaque fois. Je peux pas leur faire des réponses courtes, c'est toujours des putains d'exposés. Mais derrière, ça apporte ses fruits aussi parce que les gens derrière me respectent justement parce qu'ils comprennent que c'est vraiment une passion, quelque chose que je prends au sérieux. Enfin au sérieux. La K-pop c'est du second degré aussi, hein. C'est une passion, voilà, c'est pas quelque chose non plus où je suis hyper matrixé, mais c'est quelque chose qui me plaît, qui me touche énormément. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me respectent par rapport à ça. Hein. J'avais un pote par exemple, en école de ciné. Au début, il me charriait quand je lui disais que voilà que j'étais passionné de K-pop, mais il me charriait mais pas méchamment. Au bout d'un moment, il a compris et vraiment un jour, il m'a dit "Putain, mais en fait, ça te passionne vraiment, c'est vraiment ton truc la K-pop." Mais il m'a dit ça mais hyper sérieux, genre c'est comme s'il réalisait vraiment. Et à partir de là, il m'a plus du tout charrié et au contraire, il a commencé à me poser des questions de temps en temps. Et ouais, les gens du coup aujourd'hui me respectent par rapport à ça. Et surtout, je les envoie chier. Franchement, j'en ai rien à foutre. Voilà, je me balade dans la rue, j'ai un t-shirt Espa, j'ai un t-shirt Red Velvet, j'ai mon tote bag New Jeans et tout. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Ah ouais. Et vraiment, au niveau de mon entourage aujourd'hui, personne me juge. Hein. Non seulement j'ai montré aux gens que c'est ma passion, mais en plus, je les emmerde tout simplement s'ils sont pas contents. Bon écoutez, c'est la fin de cette FAQ qui est un peu longue. Merci encore à vous qui avez posé les questions. Merci encore à vous qui êtes là, à regarder mes vidéos, à vous être abonnés. Et si aujourd'hui vous êtes là, vous continuez à suivre les vidéos, à écouter, rien que ça, écoutez, moi ça me fait grave plaisir. Et là, go pour les 1000 abonnés. Parce que c'est bien beau de faire une vidéo 922 abonnés, mais bon, ça serait bien d'arriver au palier des 1000. Je compte sur vous, on partage et on croise les doigts pour qu'il y ait de nouvelles personnes qui débarquent. Je vous dis encore merci et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.